des Tunisiens, des Juifs marocains qui étaient partis du Maroc en 1958 et qui avaient monté des boutiques, tous les bijoutiers qui sont partis des souks, de Siflo, de Marrakech, etc., ils se sont retrouvés à Marseille à faire les mêmes bijoux. Donc il y avait une sorte de déplacement des traditions commerciales, des traditions... Et donc, quand on allait à Belzonce, on sortait des cités comme on allait à Belzonce, on voyait une toute autre réalité de la réalité dans Marseille. La question de l'intégration n'avait plus aucun sens. Oui. Pour les cités HLM, c'est quoi? Les cités HLM de Marseille? Les habitats à loyer modéré. C'est un اجتماعي. Ouais, comment ça, C'est un اجتماعي, c'est pour des gens qui ont un revenu moyen. On parle aussi d'habitat social. Alors, donc quand on allait sur Belzonce, on découvrait une toute autre réalité, qui était une réalité commerciale. Et du coup, les questions d'intégration n'avaient plus aucun sens. Tout le monde travaillait même beaucoup. Et non seulement on travaillait, mais on n'était pas du tout dans une logique ouvrière. On avait affaire à des entrepreneurs, à des gens qui étaient des petits qui grandissaient. Il y a tout le quartier parlait d'un commerçant qui s'appelait à l'époque Nasser Saber, qui était un Algérien. Nasser Saber, il avait commencé à vendre jouteilla, et il vendait des... Vous savez, je suis très fier Vous savez d'où vient le mot jouteilla? C'est un mot marocain, déjà. Vous savez d'où il vient le mot jouteilla? Non. Vous savez ou pas? Quelqu'un le sait? Non. Personne? On jette? Oui, absolument. C'est ce qu'on jette. Ça vient du français jeter. Jouteilla, le jeter. Voilà. Donc c'est des marchés d'occasion, donc il y avait de la jouteilla. Nasser Saber a commencé à vendre des vestes d'occasion sur le trottoir, et puis il a acheté une boutique, et puis deux, et puis il est devenu propriétaire. Alors je le dis juste pour voir parce qu'il connaît, il est devenu propriétaire de tout le cours Belzonce. Il avait acheté toutes les boutiques. Alors vous imaginez un cours à Marseille, un boulevard très, très chic, il avait acheté toutes les boutiques. Voilà. Et donc tout le quartier était très fier et très intrigué par ce Nasser Saber qui avait en 5 ans acheté quasiment tout un boulevard, des cinémas, etc. et était devenu un personnage important. Voilà, j'insiste là-dessus pour dire la différence avec le discours sur le chômage, les jeunes, la drogue. Grosse question autour de la drogue dans les années 80, dans les cités HLM. Gros problème d'héroïne notamment, qui posait beaucoup de problèmes, etc. Donc on avait cette vision-là, et de l'autre côté on avait des commerçants, des gens actifs, qui montaient des affaires, qui achetaient, etc. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus, mais simplement pour dire que les deux postures différentes ont produit deux sociologies totalement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une sociologie sur des jeunes, de l'intégration, etc., qui est aujourd'hui une sociologie qui a passé complètement de mode, hein, par parenthèse, plus personne ne lit ce genre de choses. Je fais une parenthèse encore, cher Hazan. La sociologie, la littérature sociologique, et je dis bien sociologique, pas anthropologique, la littérature sociologique est une des choses qui devient le plus vite obsolète. Quand vous regardez les bibliographies, même celles que donnent les professeurs aux étudiants, vous allez voir qu'il y a quelques textes qui sont les grands textes fondateurs, Durkheim, etc., mais Bourdieu, mais vous avez des morceaux entiers de la sociologie. En gros, c'est comme la chanson. C'est-à-dire c'est très vite obsolète. Il y a des chanteurs qu'on oublie en 5 ans, et il y a des sociologues qu'on oublie aussi vite que les chanteurs. Le problème, c'est qu'ils ne font même pas autant de succès que les chanteurs, les sociologues. Mais ça s'oublie très vite. Et pourquoi ça s'oublie très vite? Parce que la sociologie, elle est souvent prise dans une définition politique, idéologique des problèmes. Et que, alors je cite un des maîtres de Brahim Lavary, qui s'appelle Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu disait, alors je vais le dire comme ça, puis je l'expliquerai en détail. La compassion ne tient pas lieu d'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? La compassion, c'est mesquine, oh les pauvres, les pauvres réfugiés, les pauvres migrants, les pauvres ouvriers, les pauvres femmes abandonnées, etc. Donc, il y a une façon politique de désigner les catégories sociales comme un problème social. Aujourd'hui, c'est les migrants,
Hier, c'était les ouvriers, etc. Donc on désigne des catégories dans les pauvres, mesquines. C'est la grande catégorie des mesquines. Voilà. Mesquine, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas un terme arabe, c'est un terme sicilien. Mesquinou, c'est le pauvre. En Sicile, on dit mesquine. Non, je plaisante parce que c'est les Siciliens qui ont récupéré le mot arabe. Donc, en Sicile, oui, vous allez en Sicile, vous savez dire 2 mots et vous faites toute la Sicile. Couscous, Xexo et Mesquino. Et vous faites toute la Sicile parce que ces mots-là sont dans le dialecte sicilien. Et le meilleur couscous du monde ne se fait pas à Agadir, je suis désolé, mais il se fait à Trapani, à côté de Palerme, qui est la capitale sicilienne du couscous. Vous ne savez pas, je suis désolé de vous choquer dans vos certitudes. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut rien. Il faut voyager, vous verrez. Le chef est marocain ou italien? Le chef là qui fait le couscous. Ah non, il est sicilien, il n'a jamais quitté la Sicile de sa vie. Et il est persuadé qu'on ne fait le couscous nulle part ailleurs qu'en Sicile. Il y a plusieurs façons de faire quand même. Pardon? Plusieurs façons de faire le couscous. Bien sûr. Il faut savoir quelle façon. Ouais, mais allez, non, ne discutons pas. Allez à Trapani, allez goûter le couscous. Chacun son goût. Et les miels, ça aussi. Voilà. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, il y a une façon dans la société de construire des catégories qui sont des catégories, on va dire, de victimes, des catégories de mesquines, de pauvreté, etc. Et le mouvement général de la société, par rapport à ces catégories, il est très ambigu sur le fond. Il est fait de compassion, oh les pauvres, etc. C'est ça la compassion, c'est quand on plaint quelqu'un. Mais il est fait aussi de contrôle social, il est fait de dangerosité, il est fait de menaces. C'est-à-dire que ces catégories sociales, elles sont toujours très ambiguës entre la plainte et la menace. Voilà. C'est ce que dit Bourdieu, hein, je résume ce que dit Bourdieu. C'est pour ça que la compassion ne tient pas lieu d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est de comprendre la société. L'intelligence, c'est pas un don que vous avez à la naissance, etc. L'intelligence, ça vient du latin intelligere, qui veut dire comprendre. Donc, l'intelligence, c'est pas du tout briller en société et faire très vite des petits dessins en mettant des croix partout. L'intelligence, c'est la capacité à comprendre le fonctionnement d'une société, d'une bouteille d'eau, etc. Voilà. Donc, l'opposition entre compassion et intelligence, j'espère que vous le comprenez, mais c'est pas parce qu'on a de la compassion, ou au contraire parce qu'on a peur, qui est parfois deux choses très superposables. On peut à la fois avoir de la compassion pour quelqu'un et en avoir peur. Donc notre société marche là-dessus. Il y a un terme très intéressant d'un autre sociologue disciple de Bourdieu, qui s'appelle Loïc Vacan. Loïc Vacan parle de panique morale. Qu'est-ce que c'est les paniques morales? C'est quand la société est affrontée à un problème qu'elle ne sait pas régler. C'est-à-dire que dans sa boîte à outils, la société n'a aucune des clés pour régler ce problème. Je vous en donnerai un ou deux exemples. Par rapport à la société marocaine, c'est assez intéressant de voir comment peuvent se générer des paniques morales. Donc Loïc Vacan parle de panique morale. Donc, la sociologie, un peu naturellement, et un peu parce que c'est peut-être son rôle social, a tendance à considérer comme objet scientifique des catégories ou des problèmes qui sont soit des objets de compassion, soit des objets de panique morale, soit des objets de menace, soit des objets de compassion. Toute la littérature sociologique, une grande partie de la littérature sociologique du XIXe siècle, porte sur des catégories, les ouvriers, etc., qui sont des catégories de panique morale. La question du suicide chez Durkheim. Pourquoi Durkheim est allé s'intéresser au suicide? Vous connaissez Durkheim? Oui. Pourquoi il est allé s'intéresser au suicide? Guerre de 14-18, l'armée, problème. Si on a des vagues de suicides dans une société qui est une société qui a besoin d'une armée de jeunes, de militaires, etc., parce que ce que Durkheim montre, c'est que le suicide, c'est une expérience sociale qui caractérise beaucoup la jeunesse, donc en gros les 18-35 ans. Si on a une société dans laquelle il y a une propension au suicide dans la jeunesse, c'est grave, parce qu'on a besoin de l'armée, on a besoin de bras, etc. Et donc c'est un problème social.
Aujourd'hui, le suicide est plus considéré comme un problème social majeur. Quand on retrouve des études, etc., on peut parler par exemple du suicide chez France Télécom, parce que oui, c'est un problème de l'entreprise, mais on ne va pas parler du suicide comme problème social général. Voilà, donc la sociologie, quand elle est tributaire des problèmes sociaux, elle court le risque de suivre le mouvement, c'est-à-dire que quand le problème est jeté parce qu'il n'a plus aucun intérêt, eh bien, on jette avec tout le char de sociologie, toute la bibliothèque de sociologie qu'il y avait avec. Donc, première posture, et ça je vous le dis par exemple de manière très technique, quand vous choisissez un objet de recherche, quand vous choisissez une thèse, si vous n'avez pas la chance d'avoir un professeur qui vous dit c'est ça et tu ne m'embêtes pas, tu travailles là-dessus et c'est tout. J'en connais certains qui font ça, qui répartissent les sujets de manière très dictatoriale, très arbitraire, en disant voilà, toi tu travailles là-dessus, toi tu travailles là-dessus, c'est fini. Mais si vous êtes dans une logique de réflexion, ce que je trouve mieux, pour un sujet de recherche, etc., d'emblée vous vous affrontez à cette question. Est-ce que je vais choisir une question qui est une question sociale, politique, idéologique, qui est aujourd'hui dans ma société une question importante, ou est-ce que je vais poser une question qui est une question très générale, très historique, très esthétique même, etc., qui est quelque chose qui m'intéresse plus. Voilà. Et donc vous êtes pris dans cette tension. Une des manières de s'en sortir, je dis une des manières de s'en sortir, il y en a d'autres, mais une des manières de s'en sortir, c'est de faire le tour d'une question. C'est-à-dire de vous dire, au fond, bon, voilà, la question de la migration aujourd'hui, c'est une question très importante, il faut travailler sur la migration. Oui, d'accord. Mais comment je vais travailler là-dessus? Comment je vais m'intéresser à ces questions? Bon. Et c'est là où c'est important justement de réfléchir en termes de posture. Comment je vais me mettre par rapport à cette question? Je vous donne un exemple. Quand j'étais au Maroc, parce que j'ai passé, j'ai pas fini sur ma biographie, mais c'est pas grave. Donc j'ai passé 8 ans au Maroc. 5 ans à Rabat où j'ai dirigé un centre qui s'appelle le centre Jacques Berck, qui est un centre de recherche, et ensuite je suis resté encore 3 ans. J'ai mené 2 programmes de recherche, un sur Rabat et sur les questions de migration subsaharienne, et un sur Marrakech où j'ai travaillé pendant, j'ai habité, j'ai vécu pendant 2 ans à Marrakech, et je fais un livre là qui va sortir sur l'histoire urbaine de Marrakech. Voilà, alors je reviens à cette question de l'immigration. Rabat, dans les années 2005-2006, la question de la présence subsaharienne commence à se poser. Elle se pose de manière visible, on voit de plus en plus de subsahariens dans Rabat. Et elle se pose aussi de manière très politique, puisque la Commission européenne, Frontex, a créé des dispositifs d'expulsion et passe des accords avec un certain nombre de pays, passe des accords d'expulsion, de régulation de la migration, dont le Maroc fait partie. Donc l'Europe va passer un certain nombre d'accords avec la Mauritanie, le Sénégal, je fais tout le tour de la Méditerranée, Mauritanie, Sénégal, Maroc, là on bascule sur la Méditerranée, Tunisie, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban, etc. Voilà. Donc tous ces pays deviennent impliqués dans la politique migratoire de la Commission européenne. Tout ça pour dire quoi? Prenez toute la presse marocaine dans les années 2002 aux années 2005, on parle des subsahariens, on est inquiet, panique morale, qu'est-ce que c'est ces gens qui débarquent dans nos sociétés, etc. Mais toute la question tourne autour du transit. Ces gens passent, ils sont en transit, ils montent de Tamanrasset, Djanet, ils arrivent du Cameroun, du Nigeria, etc. Ils traversent le Maroc, ils arrivent à Ceuta, Fnidek, etc., Melilla, et ils essayent de passer en Europe. Donc, au Maroc, ils sont en transit. Et vous avez aussi des grandes ONG qui se constituent, qui viennent travailler au Maroc, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Caritas. Vous connaissez Caritas? Caritas, c'est une grosse machine qui dépend du Vatican, qui est une machine catholique, voilà, qui a beaucoup d'argent et qui travaille sur les migrants, etc. Pourquoi Caritas s'intéresse aux migrants? Parce qu'une partie non négligeable
des subsahariens qui traversent le Maroc sont catholiques. Et donc, Caritas vient s'intéresser à ces histoires. Donc, la question du transit, vous avez un groupe marocain qui se constitue, qui s'appelle le GADEM, groupe d'action, etc. Tout ce monde-là parle du transit. Nous on commence une petite équipe, on commence à s'intéresser à ces questions, y compris parce qu'on est sollicité par des gens, des institutions. Et moi je suis troublé par cette question du transit. Vous savez pourquoi? C'est vraiment pas des questions, c'est pas parce que je suis plus intelligent que Brahim Avari, c'est simplement parce que, encore que, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que il se trouve que j'ai travaillé un peu à Fès, que j'avais dirigé à l'époque une thèse d'une étudiante qui avait travaillé sur Fès, et qui allait travailler sur quoi? Quelque chose qui s'appelle la Tijania. Vous connaissez la Tijania? La Tijania, c'est une confrérie. C'est une confrérie musulmane qui est née à Fès, qui est née en Algérie, qui est venue ensuite à Fès. La grande mosquée de la Tijania, c'est la mosquée Tijani qui est à Fès. Or, la Tijania, elle a une particularité, c'est qu'elle a essaimé en Afrique subsaharienne. Le Sénégal, les deux confréries rivales au Sénégal, c'est les Mourides, qui eux sont nés au Sénégal, et les Tijani, la Tijania, qui elle est née au Maroc et a essaimé au Maroc. Donc, pourquoi je parle de la Tijania? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une confrérie, vous avez la RAM, qui organise tous les ans des vols pèlerinages de Sénégalais qui viennent. Vous avez à côté de Fès, à la Tijani, vous avez des Sénégalais qui vivent au Maroc depuis 50 ans, qui sont mariés à des Marocaines, qui ont des enfants mixtes, de couples mixtes marocains, et vous parlez de transit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, au fond, il y a deux réalités de la migration subsaharienne. Je peux vous donner plein d'exemples, je peux continuer sur les exemples. Les étudiants africains subsahariens, ils viennent au Maroc depuis les années 60. Hassan II a passé des accords d'échange avec, avec le Sénégal, notamment avec le Congo. Mobutu, vous connaissez Mobutu? Non? Oui, Mobutu, quand il se fait... parce que de temps en temps, les peuples virent les dictateurs, c'est pas bien. C'est pas gentil. Voilà. Les peuples sont méchants. Et donc, Mobutu, quand il se fait virer de son pays, il débarque avec deux avions, deux énormes Boeing, et il débarque où? À Rabat. Et il construit un quartier entier pour lui, sa famille. Les gens racontent, parce qu'après j'ai fait le travail, les gens racontent que Hassan II avait dit: tu viens avec qui tu veux, bienvenue, mais là-bas, tu es ici chez toi, mais tu amènes pas l'armée, parce que ça peut faire un peu... Donc tu laisses l'armée s'il te plaît, mais tu viens avec qui tu veux, tu amènes tout le monde. Et donc il est arrivé avec deux avions pleins, et ils ont construit un quartier au-dessus de Takadou, pour ceux qui connaissent Rabat, qui est un quartier entièrement congolais, et encore aujourd'hui, entièrement congolais. Et troisième élément, parce qu'en fouillant un peu, on trouve ça, la migration marocaine en Afrique, elle a commencé quand? La migration subsaharienne en Afrique, elle a commencé au XVIe siècle. XVIe siècle, dès le XVIe siècle, vous avez les Marocains qui vont s'installer à Tombouctou, qui vont s'installer à Dakar, au Sénégal, qui vont s'installer au Cameroun, qui vont s'installer à ce qui va être le Burkina Faso. Vous avez une migration marocaine qui s'installe en Afrique. Est-ce que cette migration marocaine, elle a coupé les liens? Pas du tout. On continue à avoir des liens, etc. Et par exemple, et c'est ça une des choses qui va nous intriguer, c'est qu'on voit arriver des bonnes Sénégalaises qui travaillent dans des familles de la bourgeoisie casablancaise, casaouite, qui viennent travailler et qui repartent au Sénégal, etc. Le grand commerce qui passe par la Mauritanie, ces femmes, les banabana qui viennent, qui achètent les tissus ou qui les amènent ici et qui repartent, etc. Donc, vous avez deux réalités, c'est vraiment comme si deux films superposés, vous avez la réalité du transit, les gens qui vont à Ceuta, Melilla, etc. Et puis vous avez l'histoire. Vous avez la profondeur historique de la migration, des relations entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc. Moi je choisis de regarder les choses sous l'angle de l'histoire et sous l'angle de la profondeur historique des relations. Alors je ne me fais pas que des amis, je me fâche avec Caritas. Je me fâche avec le GADEM. Mais c'est pas grave, on s'en remet. Et donc, je critique la notion de transit. Pourquoi? Pas parce que je suis méchant, parce que j'ai mauvais esprit.
Mais parce que je pense que un des fondements de la posture de la sociologie, c'est bien de faire la critique de l'objet sur lequel elle s'investit. La manière dont nous construisons notre objet, les scientifiques qui découpent, ils mettent sous les comment ça s'appelle, le microscope. Nous, on n'a pas ça, mais par contre, on a la critique. Et donc, on est capable, pour construire un objet, de le critiquer. Ce que dit Bourdieu sur le sens commun, mais j'aime pas trop le mot de sens commun, je trouve qu'il est un peu péjoratif et trop vague. Mais la manière même dont la société, à travers la presse, à travers les médias, à travers d'autres sociologues, à travers d'autres experts, les militants, etc., la manière dont ils définissent les objets, nous avons comme devoir presque épistémologique, méthodologique, de prendre cet objet, de le critiquer. Le critiquer, ça ne veut pas dire du mal, ça ne veut pas dire du mal des gens qui le font, ça ne veut pas dire du mal de la presse ou des militants, ça veut dire prendre un objet, le démonter dans la vision qui est donnée par cette presse et d'en proposer précisément une autre posture, d'aller le regarder sous un autre angle. Donc, ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est de proposer de regarder la migration subsaharienne aujourd'hui au Maroc sous l'angle de son historicité, sous l'angle de sa profondeur historique. Je vous donne un dernier exemple, je ne vais pas parler de ça dans les détails, je vous donnerai le titre du bouquin. C'est très difficile de réussir l'accès aux facultés de médecine en France. Vous êtes d'accord? Numerus clausus, 2200 candidats en première année, examen 200 reçus deuxième année. Ça déblaye. Donc pour les Marocains, c'est difficile de faire des études de médecine en France. C'est difficile de faire des études de médecine au Maroc parce que le Maroc a calqué le numerus clausus sur les études de médecine au Maroc. C'est très difficile de faire des études de Maroc c'est très difficile de faire des études de médecine au Maroc. Par contre, c'est beaucoup moins difficile de faire des études de médecine au Sénégal. Et donc vous avez plein, entre 1000 et 1500 pour les choses qu'on a vues dans les années 2010, d'étudiants marocains qui vont faire des études de médecine au Sénégal. Et qui s'appuient, c'est pour ça qu'ils vont au Sénégal, qui s'appuient sur des relations qu'ils ont dans leur famille avec des anciennes migrations qui sont installées au Sénégal, etc. Voilà. Dernier exemple pour dire que, et je le dis avec un peu d'humour, c'est-à-dire que quand on dit le transit des subsahariens au Maroc, on oublie le transit des Marocains au Sénégal, par exemple. Donc voilà, je le dis avec humour, hein. Je ne le dis pas de façon critique, mais c'est une manière de dire comment l'objet se construit. Voilà. Ensuite, donc, on a travaillé pendant 2 ans avec les subsahariens pour comprendre un peu comment ils venaient ici, pourquoi, etc., comment ils passaient, tout ça. Ça a donné un livre qui s'appelle D'une Afrique à l'autre. Oui, parce que ça aussi, c'est un truc. Les Marocains, des fois, ils n'imaginent pas qu'ils sont en Afrique. Ils imaginent que le Sahara, c'est une mer, vous voyez. Donc, il y a une mer, il y a l'Afrique du Nord et le reste. Donc c'est pour ça qu'on a dit avec un peu d'humour aussi, d'une Afrique, l'Afrique subsaharienne, à l'autre, qui est l'Afrique du Nord, puisque on a travaillé sur ces mouvements. Voilà. Le livre est sorti en 2010, voilà, si ça vous intéresse. Et au lieu, si vous voulez, d'analyser donc, cette question du transit, les pauvres gens qui vont passer le grillage à Ceuta, etc., ce qui existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, du tout. Mais on s'est intéressé, par exemple, au marché du travail. Quels sont les marchés du travail sur lesquels on a trouvé les subsahariens? Les call centers. Parce que comme par hasard, vous savez ce que c'est les call centers? Donc par hasard, c'est à ce moment, au moment où arrivent les migrants subsahariens, que les call centers se développent. Or pourquoi les migrants subsahariens sont une bonne main-d'œuvre pour les call centers? Je vais faire un peu de sociologie du travail. Quand les call centers s'installent, ils ont besoin, comme la plupart de leur clientèle est en France, ils ont besoin de gens qui parlent français. Mais, c'est là le paradoxe, c'est là où la sociologie du travail est utile, ils ont besoin de gens qui parlent français, mais qui ne coûtent pas cher. Parce que si vous commencez à payer 1500, 2000 euros des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont toute la journée, et le call center, il perd, donc c'est une entreprise capitaliste, elle a besoin de payer pas cher des gens qui parlent français. Le problème de la main-d'œuvre marocaine, produit des théières, de la vaisselle, etc. Et vous avez des entrepreneurs classiques qui vont s'installer à Manchester et qui vont copier et copier à la fois le modèle de fabrication
et le modèle au sens modèle esthétique du terme, et qui vont ramener en fait la théière qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom, la théière, vous savez, c'est ces grosses théières avec 4 pieds, ouais, puis un bec comme ça, un peu en cigogne, voilà, qui est le modèle de la théière qu'on trouve aujourd'hui le plus classiquement, qui a été ramené à Fès pour pouvoir justement concurrencer la production anglaise, et tout d'un coup est devenu un modèle qui s'est répandu. Ces entrepreneurs marocains faciles s'appelaient Benjelloun, s'appelaient etc. Enfin, bon, voilà. Donc c'était des juifs. Il me semblait avoir rencontré un article sur Economia qui relatait l'une des sagas classiques. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'était pas Benjelloun, c'était pas non plus Bishkro, ni Kélan. Ah non, c'était ni Benjelloun. Non, c'est un nom. Benjelloun, oui, il y a eu un entrepreneur facile, Benjelloun, qui s'est installé à Manchester. Il y en a eu un, Benjelloun. Après les autres, j'ai oublié leur nom. Mais, pardon, vous oubliez des... J'ai une question. Tout d'abord, c'est avant de vous remercier pour cette présentation, riche et bien soutenue. Je reviens au récit comme tu dis, de faire des études de recherche scientifique en sociologie ou en anthropologie. Et j'aimerais bien connaître votre point de vue là-dessus, comme sur le récit de vie comme technique. Est-ce que c'est une technique qu'on peut, par exemple, investir comme débutant, comme chercheur débutant, ou bien c'est une affaire qui est de sérieuse, qui demande de l'expérience? Comment dire, il y a plusieurs réponses à cette question. Moi, je pense que c'est une très bonne technique, le récit de vie, mais la plupart des étudiants, et même certains chercheurs qui la manipulent de manière trop superficielle. Un récit de vie, en bonne règle, il faut des mois et des mois pour le faire. D'ailleurs, plus la personne est âgée, et plus l'expérience de sa vie est compliquée, et plus c'est compliqué de le raconter. Et en bonne règle, un récit de vie, contrairement à ce que pense... moi, je me dispute beaucoup avec les étudiants là-dessus. Un récit de vie, ça suppose d'être constitué avec plusieurs personnes. Parce que, par exemple, je ne sais pas... quelqu'un va vous raconter l'histoire de son entreprise, il va vous dire, bah, tiens, moi j'ai monté l'entreprise, je suis parti ouvrir un commerce à Manchester, je venais de Fès, etc. Ok. Et il vous dit, moi j'ai toujours eu de bonnes relations avec mes ouvriers sont comme mes enfants, je les protège. Ouais. Si vous n'allez pas voir les ouvriers à ce moment-là, pour avoir le point de vue des ouvriers sur cette histoire, vous n'avez qu'une partie des choses. Donc, je résume sur la théorie. Récit de vie, c'est toujours un exercice de justification de la part de celui qui l'a construit. Donc vous êtes un instrument de justification, pas de construction d'une histoire de vie. Vous voyez ce que ça veut dire, justification? C'est-à-dire que voilà, si j'ai assassiné ma belle-mère, je ne vais pas vous le dire. Si je ne paye pas mes impôts en France, mais que je cache 15% de mes impôts en Suisse, je ne vais pas vous le dire. Et si je vous le dis, parce que ça peut être plus compliqué, si je vous le dis, je vais vous le dire pour me justifier de ce que je fais à ce moment-là. Donc, il faut en permanence, donc c'est un très bon instrument, mais d'abord c'est très long, il faut toujours aller chercher les points de vue périphériques par lesquels on va construire l'histoire de vie, donc c'est très lourd, et contrairement, souvent les gens pensent que c'est la facilité, c'est pas la facilité l'histoire de vie, c'est très compliqué. Vous voyez, moi, alors, sur les domaines sur lesquels je travaille, je pense que les histoires d'entreprise sont beaucoup plus intéressantes. Les histoires d'objets, je vous parlais de la théière, les histoires d'objets sont très intéressantes. Si une des choses dont j'ai parlé, ça peut se ramener à un objet, le quechua, je parlais du quechua, le quechua c'est un très bel objet, dont on va faire l'histoire. Comment Décathlon a inventé le quechua, etc. Voilà. Donc les histoires d'objets sont très intéressantes, les histoires d'entreprise, et ce que je disais tout à l'heure, alors c'est plus compliqué en tant que concept, mais l'histoire de dispositifs d'acteurs. Vous voyez, sur ce que certains économistes appellent les chaînes productives, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Mais les récits de vie de personnes, c'est très intéressant aussi, mais à mon avis, c'est le plus difficile qui existe. Sur les histoires d'objets, par exemple, on vient de faire un bouquin auquel j'ai participé, je ne suis pas tout seul, mais on était nombreux, on vient de faire une histoire de l'héroïne.
L'héroïne, enfin bon, ça dépend comment vous la prenez, comme ça, fumée, bref. Donc l'histoire de la drogue, l'héroïne, on a fait une histoire de l'héroïne en France. Parce que on trouvait que le point de vue était toujours, justement je parlais de victimisant, le point de vue était toujours le point de vue des médecins, des juges, qui donc ont un point de vue moral sur l'héroïne, et du coup on ne comprenait pas comment l'héroïne avait débarqué en France, pourquoi elle était passée. Vous savez, l'héroïne, en gros, elle a été consommée par un certain nombre d'artistes, de chanteurs, etc., etc. Et comment elle est passée dans les milieux populaires. Dans les années 70, c'est incompréhensible de voir l'héroïne qui, tout d'un coup, débarque dans les cités, commence à être consommée par des jeunes de milieux populaires, etc. Donc, on ne comprenait pas ce passage. Voilà, donc, quand on fait des histoires d'objets, on voit comme ça, à un moment donné, apparaître des choses très étranges, très bizarres, et donc on suit ces histoires et ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est bon? Vous êtes prêts pour faire des thèses? Moi, c'est ça. Il avait dit il faut qu'ils sortent de là et qu'ils soient capables de faire une thèse. Donc, c'est pour ça que je le. C'est ce que je veux. Nous, les entrepreneurs de morale. C'est les entrepreneurs de morale, c'est autre chose. C'est Becker. C'est Becker. Les entrepreneurs de morale, c'est les gens qui produisent de la morale sur. Voilà. Vous avez enfin, je discutais sur les paniques morales. Dans toutes les sociétés, vous avez, à un moment donné, dans des moments de l'histoire, vous avez l'apparition de phénomènes sociaux. Alors, j'essaye de le dire le plus académiquement possible. Vous avez des phénomènes sociaux qui ne rentrent pas dans les cadres, qui sont les cadres à l'intérieur desquels la société se comprend elle-même. C'est clair ce que je dis? Bon. Le tourisme fait partie de ces phénomènes qui, à un moment donné, apparaissent dans une société parce qu'ils apparaissent économiquement brutalement et qui, tout d'un coup, ne rentrent pas dans les cadres de la société en question. Alors, je vais faire un peu de l'anthropologie la petite semaine, mais la plupart des sociétés qui sont des sociétés stables, les anthropologues ne disent plus les sociétés primitives, ils disent les sociétés froides, c'est-à-dire les sociétés qui ont des histoires très longues, des changements qui sont des changements en cours. Dans beaucoup de sociétés froides, entre guillemets, le nom qu'on se donne veut dire homme, humanité. Parce qu'on n'imagine pas que nous puissions être environnés d'un environnement d'étrangers, d'autres hommes. Nous sommes les hommes, nous sommes l'humanité. Le mot Cheyenne en indien veut dire homme. Nambikwara en Nambikwara, ça veut dire homme. Amazir, ça veut dire... Non. Je plaisante. Corse, ça veut dire homme, etc. Donc, dans beaucoup de sociétés, l'humanité est fermée. Donc, tout d'un coup, non seulement vous voyez apparaître des étrangers, ce qui est déjà pas évident, quand vous lisez les récits des anthropologues, les récits du 19e et tout, qui racontent quel travail ça a été pour eux de rentrer dans une société, d'être admis dans des sociétés dans lesquelles il était à peu près aussi incompréhensible qu'un crocodile débarquant dans une salle ici. Donc tout ce travail, et quand vous imaginez que derrière vous avez des centaines de milliers de Quechua qui arrivent, c'est un phénomène d'une violence sociale énorme, le tourisme, parce que ça ne rentre pas dans les cadres. Je ne suis pas en train de faire la critique du tourisme en disant ça. Je pense qu'il y a des sociétés qui ont besoin du tourisme comme d'une industrie. Donc je ne fais pas la critique morale du tourisme en disant ça. J'énonce un fait qui est que le tourisme ne rentre pas dans les cadres d'une société. Vous avez un très beau texte d'un philosophe du XVIIIe siècle qui s'appelle Kant sur ce qu'il appelle l'hospitalité. Il dit le devoir d'hospitalité, c'est quelque chose que les pères de famille doivent aux gens qui passent dans leur maison. Oui, il a raison Kant, l'hospitalité c'est un devoir. Mais comme vous avez un quart entier de Quechua qui débarque, l'hospitalité, vous avez les maîtres. Donc un type qui se balade tout seul avec son sac à dos dans un village de la classe, dans la vallée d'Unain ou ailleurs, ça va, on peut l'accueillir, c'est l'étranger. Mais le touriste, c'est pas l'étranger. Le tourisme, c'est généralement quelqu'un qui se déplace à 100 ou à 200. Il n'est jamais seul, un touriste. S'il est seul, c'est pas un touriste. Vous voyez? Je vous donne un autre exemple, parce qu'il est marocain celui-là, sur ces phénomènes sociaux qui émergent dans le mouvement même de la société et qu'on ne sait pas cadrer.
Un autre exemple, parce qu'il est célèbre dans dans l'anthropologie urbaine, l'anthropologie de Chicago, c'est la question du célibat. Grand développement des entreprises, par exemple des abattoirs à Chicago, donc vous avez d'énormes abattoirs qui se mettent à tuer des millions de bœufs, grosse masse ouvrière qui arrive en migration, donc très rapidement, avec deux phénomènes. Vous avez d'abord les migrations européennes qui arrivent en masse, les Allemands, des Irlandais, etc. Et vous avez surtout tout le mouvement de remontée des Noirs américains qui remonte du sud, raciste, après la guerre de sécession, qui remonte vers les grandes villes pour trouver du travail et échapper à leurs conditions d'esclaves dans le sud, etc. Vous avez une énorme arrivée de main-d'œuvre qui sont des main-d'œuvre ouvrières et qui sont pour l'essentiel des célibataires. Et donc tout d'un coup, vous avez dans une ville qui faisait 100 000 habitants, vous avez tout d'un coup une masse énorme de célibataires qui arrivent et que personne ne sait gérer, ne sait cadrer, etc. Le célibat n'a de sens que si c'est un phénomène minoritaire. Je ne donne pas un point de vue de morale en disant ça. Je décris un phénomène social. Le célibat est accepté socialement, ne rentre dans les cadres de la plupart des sociétés que s'il est un phénomène minoritaire. S'il n'est plus un phénomène minoritaire, il est ingérable. Pourquoi je cite ça? Parce qu'aujourd'hui au Maroc, on a exactement le même phénomène. Sauf que le célibat, au lieu d'être un célibat masculin, c'est un célibat féminin. L'âge moyen au mariage, mesdames, c'est pour vous ça concerne, encore que les hommes aussi, l'âge moyen au mariage a reculé de 10 ans en 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, dans les années 70, une femme se mariait en moyenne à 17 ans et demi. Aujourd'hui, elle se marie en moyenne à 28 ans. Ben, ça veut dire qu'il y a 10 ans de la vie en moyenne de toutes les femmes marocaines dans lesquelles elle est célibataire. Or, les cadres de la société marocaine ne sont absolument pas faits pour gérer, cadrer le phénomène des femmes célibataires. Alors c'est le recul de l'âge au mariage, c'est le rallongement des études, puisque les femmes font de plus en plus d'études, c'est l'accroissement des divorces. Personne n'en parle parce que c'est un sujet un peu tabou, mais le divorce a monté en flèche au Maroc. Je crois que c'est 2 mariages sur 4 ou 5 qui finissent par un divorce dans les 5 premières années. Donc c'est devenu un véritable phénomène social. Donc vous avez un phénomène social dans une société comme le Maroc, mais on pourrait parler de l'Égypte, c'est exactement la même chose. En Égypte, en Jordanie, en Algérie, en Tunisie, c'est plus compliqué pour des situations politiques. L'émergence aujourd'hui d'un phénomène qui s'appelle le célibat féminin. Que la société, aux conditions de ses normes, de son organisation, de sa culture, si on le dit comme ça, j'aime pas trop le mot culture, hein, mais bon, ne peut pas cadrer. Une femme, soit elle est nubile, c'est-à-dire qu'elle est en train de se préparer au mariage, soit elle est mariée. Si elle n'est ni l'un ni l'autre et qu'elle est sur une longue période de sa vie, c'est un problème social qui déclenche, ce que j'ai dit au début, les paniques morales. Vous voyez? C'est un merveilleux objet sociologique, hein, le célibat féminin aujourd'hui au Maroc. Vous avez des thèses qui commencent à sortir qui ne sont pas inintéressantes. Oui, Bourdieu, sur ce dernier ouvrage post-mortem au costume de Bourdieu, ça aussi va prolonger au Yann. Ouais. Donc c'est voilà, vous avez si les sociologues ont un certain rôle social, c'est justement de s'intéresser à ces phénomènes, de montrer, non pas encore une fois pour faire de la morale et pour rajouter du charbon sur le feu, mais simplement pour montrer l'émergence de ces phénomènes, en faire l'histoire, etc. La question du célibat féminin au Maroc, c'est une question qui a 10 ans, 10-15 ans. Elle est vraiment d'une grande acuité, d'une grande nouveauté. Et c'est pour ça que la société ne s'est pas gérée. Tout à l'heure, je faisais l'imbécile en vous parlant de l'intestin qui ne sait pas s'adapter aux aliments de l'agriculture 400 000 ans après l'agriculture. Alors vous imaginez, un phénomène qui a 10 ans, comment on le gère? On a besoin, les sociétés ont besoin
de temps, d'histoire, de profondeur historique pour se transformer. Je finis juste un autre exemple, parce que celui-là, il n'est pas marocain, la question du diplômé chômeur. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays occidentaux, alors pour aussi ça concerne le Maroc, mais ça concerne la France, l'Angleterre, etc., vous avez un phénomène absolument ingérable qui est celui de gens qui ont fait des études longues et qui se retrouvent dans des situations de précarité, de chômage, etc. C'est une situation aberrante. C'est pas mon jugement que je donne en disant ça. C'est la société qui ne sait pas gérer ça. D'habitude, les gens qui font des études longues, ça devient des élites. Ils se transforment en élites, ils sont, etc. Bourdieu, dans La noblesse d'État, a bien montré, par exemple, comment quelque chose qui s'appelle en France Normal Sup, l'école normale supérieure, qui a formé pendant un siècle et demi des élites, s'est mis à produire toutes les élites françaises du XIXe siècle sortent de Normal Sup, jusqu'à Pompidou. Après, Normal Sup a été concurrencé par l'ENA, qui s'est mis à fabriquer des élites, l'École nationale d'administration. Mais qu'est-ce que sont devenus les normaliens supérieurs? Ils ont continué à fabriquer des professeurs. Sauf qu'un professeur aujourd'hui, il gagne moins d'argent qu'un conducteur de métro ou qu'un conducteur de grue sur un chantier. Donc vous avez une espèce de contraste aujourd'hui qui est, on va le dire comme ça, une espèce d'appauvrissement ou de précarisation d'une grande partie, non seulement des classes moyennes, mais des élites. Et le phénomène au Maroc, vous le vivez avec les diplômés chômeurs. Vous voyez, là, on a des phénomènes sociaux qui sont des phénomènes sociaux que la société, moi je dis, ça met la société en position de sidération. Ah, on est sidéré par ces phénomènes. Ça, c'est un vrai travail pour les sociologues. Ouais, merci. Bonsoir à tous. J'aimerais bien de vous remercier, monsieur Labarré aussi, à cette occasion scientifique. Ma question pour chers collègues qui travaillent sur l'économie ou bien le commerce informel, c'est-à-dire ici, dans notre ville, quelles sont, à vos expériences, quelles sont les grandes questions, bien les grandes problématiques qui posaient ce sujet-là? Quels sont les grands? On repart pour une heure. Hein. Comment spécialiser? Je vous réponds en une heure, on repart pour une heure. Hein, mais quelles sont les grandes questions? Justement, si elles sont grandes, il faut passer du temps pour les poser. Pour ne pas répondre. C'est un petit peu facile. Hein. Bon, vous n'êtes pas charitable avec les profs, les conférenciers. Je sais pas. Juste pour la grande question. Je réponds à votre question sur les grandes questions, pas les petites. Oui, moi, je préfère les petites, si tu veux. Mais bon. La grande question, c'est la question de la théorie économique. Tout simplement. L'économie, la théorie économique est fondée sur 1% de la pratique économique, de la réalité économique. 1%. C'est-à-dire l'économie qui est susceptible d'une comptabilité, qui est enregistrée, qui est contrôlée soit par l'État, soit par des institutions. Voilà. Donc c'est 1% de l'économie. Si on le prend et sur l'histoire et dans la géographie, c'est entre 1 et 5% de l'activité économique. Donc toutes les théories, néolibéralisme, marxisme, etc., sont fondées sur 5% de l'activité économique au maximum. Ce qui veut dire, et moi c'est ça qui m'excite, ce qui veut dire que quand on va voir ces gens qui sont en dehors, non seulement ils sont en dehors de l'économie légale, mais ils sont en dehors de la théorie économique. C'est ça qui est très intéressant. Et donc du coup, on va les voir comme des analyseurs, je vais le dire méchamment, vous allez comprendre, on va les voir comme des analyseurs de la bêtise des économistes. Les économistes, je le dis maintenant à la fin du truc, les économistes sont des imbéciles. Prenez tous les concepts de l'économie libérale, c'est des concepts imbéciles. La théorie de l'acteur rationnel dans le marché, c'est une imbécilité colossale. Beaucoup d'économistes le savent, hein, pas de problème.
je ne critique pas les économistes en disant ça, je critique la théorie économique. La théorie de l'acteur rationnel sur le marché, il n'y a rien de plus imbécile que ça. Quand vous allez faire un achat au souk, vous n'êtes pas un acteur rationnel, petit 1, et surtout vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous êtes seul à faire vos choix quand vous allez au souk? Est-ce que vous n'avez pas derrière votre belle-mère qui vous dit comment vous devez vous habiller, votre femme qui vous dit qu'est-ce qu'il faut acheter comme légumes? Donc vous n'êtes pas un acteur individuel, rationnel quand vous faites vos achats. Vous êtes un individu social complexe, affecté d'imaginaire, parfois un peu fou, etc., etc. Vous voyez? Où est-ce qu'on va le voir, cet acteur social complexe? Quand, par exemple, vous analysez le marchandage. La pratique du marchandage, c'est formidable. C'est un magnifique objet sociologique. Moi, j'ai observé des heures et des centaines d'heures de marchandage. C'est un objet économique formidable. Mais trouvez-moi un texte d'économiste sur le marchandage. Un seul. Et je vous paye le mouton de Daï. Mais je suis sûr de moi, hein, donc je n'ai pas de problème. Voilà, donc je réponds. La grande question quand on travaille sur les économies informelles, c'est la critique de la théorie économique et de toutes les théories économiques. Parce que ces économies-là, non seulement les économistes les maîtrisent, mais en plus leurs théories sont basées sur toute autre chose que cette économie. Or, cette économie, c'est notre quotidien. Je vous ai convaincu? Oui, oui, merci. Justement, et on commence récemment à se rendre compte de cette faille au niveau de l'économie, et on commence en même temps à intégrer des cours de sociologie, d'anthropologie dans les études économiques. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses, vous avez tout à fait raison de dire ça. L'économie, je dis les économistes sont des imbéciles, mais il y en a de moins en moins des imbéciles chez les économistes, et il y a de plus en plus d'économistes qui réfléchissent en termes d'acteurs sociaux. Là où, à mon avis, ce que je dis est vrai, c'est que très peu d'économistes sont venus sur nos terrains, sur l'informalité, etc. Vous avez un excellent livre d'économie qui s'appelle Frick's Economy, qui est fait par... Je suis désolé, je pensais absolument pas qu'on avait parlé de ça, donc je ne l'ai pas mémorisé, mais je retrouverai l'intitulé et je vous le donnerai. Frick's Economy, c'est un économiste qui justement part de situations économiques réelles pour analyser un certain nombre de phénomènes économiques. En plus, c'est drôle parce qu'il est plein d'humour, et notamment, il y a un texte qu'il produit qui est absolument génial et qui dit « Pourquoi les dealers de shit habitent chez leur mère ?» Ça, c'est une question économique. Pour moi, c'est une question économique géniale. Pourquoi les dealers de shit habitent chez leur mère? Ben, il ne dit pas shit parce qu'il est aux États-Unis. Pourquoi les dealers de marijuana habitent chez leur maman? Voilà, ça c'est une question économique. Je ne vous réponds pas, je l'ai lu, je sais pourquoi les dealers de marijuana habitent chez leur maman, mais je ne vous le dirai pas. Lisez le livre et vous verrez. Mais ça, c'est une vraie question économique. Je vous donne un petit élément de réponse. On va conclure. Hein, oui, j'arrête après ça. Beaucoup de gens en France, par exemple, quand ils travaillent sur la drogue, disent « Ah, la drogue, c'est un argent facile, facilement gagné. Il gagne un SMIC dans la journée en vendant 1 kilo de shit, là où un ouvrier va mettre un mois pour le gagner. » Oui, sur une journée. Mais qu'est-ce que ça représente une journée de travail sur le mois du dealer? Un ouvrier, il travaille tous les jours. Un dealer, il va travailler un jour, le lendemain, la police va venir, va lui saisir son stock, il va tout perdre, il va se faire arrêter, il va partir en prison. Donc quand vous prenez la vie de travail, le temps de travail d'un dealer, il est beaucoup plus court, beaucoup plus segmenté, beaucoup plus fragmenté que la vie d'un ouvrier. Et donc cette idée de dire qu'un dealer gagne beaucoup d'argent de façon facile, c'est un mythe, c'est une légende d'entrepreneur de morale, c'est complètement faux économiquement. L'économie du deal, l'économie de la vente de drogue, est une économie à risque. Sinon, on en ferait tous. Voilà, c'est ce qu'il raconte dans Pourquoi les dealers habitent chez leur mère. Donc, pourquoi les dealers habitent chez leur mère? Parce que c'est une manière de contenir les risques de la profession, qui fait qu'on peut perdre son logement, on peut perdre son stock et tout. Et donc, quand on habite chez sa mère, on est sûr d'avoir au moins à manger le couvert, la nourriture. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Merci beaucoup. De rien. C'est gentil.
nous avoir consacré quelques-unes de vos expériences. C'est gentil de m'avoir invité. Merci.